Chaotique. On va faire un retour sur l'UFC de hier soir, mais clairement le mot clé du main event en tout cas, c'est chaotique. J'en avais parlé avant le combat et là clairement ça m'a prouvé raison. Avant de parler du main event, on va parler légèrement d'autres combats ou plutôt de principes ou de théories. Comme vous savez, j'aime bien parler de théories. Donc pour moi, la toute première, c'est celle qui sort vraiment du combat de Ankalaev contre Jacobi, qui est un peu la même leçon de la carrière de Merab, qui a combattu en combat d'ouverture de la main card hier soir. Le cardio. Alors, j'ai toujours dit, et j'ai toujours eu cette opinion, et ça commence à changer progressivement, on va dire, que au niveau de l'UFC, quand on est un athlète MMA élite, donc UFC, Bellator, etc., on a tous un bon cardio. Tout le monde a un bon cardio. Et j'ai toujours dit qu'au final, c'était la gestion du cardio le plus important. En janvier, je suis allé faire le tournage du Storypole de Cédric Doumbé. Et donc, il avait déjà parlé de ça sur le Joe Rogan Experience quand il est passé sur le podcast. Mais il a répété dans sa formation Storypole que lui, il travaille très très peu son kickboxing. Il fait très peu de pads, il fait très peu de sparring par rapport à ce qu'il engage en temps et en effort sur strength and conditioning, le conditionnement, le cardio, la muscu, etc. Parce que selon lui, ok, il a son talent, il se considère meilleur techniquement que ses adversaires, mais ce qui fait la grosse différence dans ses combats, pour lui, c'est le fait que ce soit une machine cardio. Et c'est vrai, hein, le gars est une machine, et il y a une certaine logique là-dessus. C'est si sur un même effort, ta jauge d'énergie descend de 5% et celle de ton adversaire de 15%, les 10% de différence vont se ressentir aussi techniquement, en vitesse, en force et du coup dans le combat. Et plus le combat va avancer, plus cette différence va s'élargir et donc quelqu'un qui est moins fort techniquement peut gagner contre quelqu'un qui est plus fort techniquement juste grâce au cardio. Alors évidemment, je pense que dans les premières minutes d'un combat, ce qui est le plus important, c'est la technique, la lecture du jeu, etc., l'explosivité. Mais clairement, sur certains combats, on a déjà souvent vu que le cardio permet de revenir. Ici, on a eu un exemple d'une égalité. D'ailleurs, je suis très content que ce soit une égalité parce que pour moi, selon les critères de juge pour lesquels je me renseigne depuis très longtemps et je fais attention de très très près, le premier round est effectivement un 18 pour Ankalaev parce qu'il y a eu une vraie inactivité et c'est ça que je veux souligner ici, c'est que quand on regarde le premier round, on se dit ok, Ankalaev va lui rouler dessus, il est largement meilleur. C'est clairement la réflexion qu'on se dit, c'est un athlète de MMA largement aux capacités et aux compétences largement au-dessus de celles de Jacobi. Mais comme d'habitude, Ankalaev se grille très rapidement. Alors là, on peut mettre l'argument qu'il s'est amélioré. Clairement, son cardio s'est amélioré. Il a su plus que survivre dans le deuxième et troisième round. Mais le niveau qu'il a montré dans le premier round est complètement différent du niveau qu'il a montré dans le troisième round. Alors que Jacobi était en mode survie dans le premier round, mais son cardio était clairement encore là dans le deuxième et troisième, ce qui lui a permis de les gagner, pas avec des 18, mais avec des 19, et d'obtenir l'égalité. Merab, c'est la première fois contre Cody Stamann qui tombe sur quelqu'un qui arrive vraiment à plus ou moins matcher son intensité, mais malgré tout, il avait quand même une intensité au-dessus, ce qui lui a permis de prendre les devants dans ce combat. Et Merab, clairement, il a une technique incroyable, c'est un lutteur hors norme, mais c'est surtout l'intensité et le volume qu'il apporte dans la cage qui fait qu'il est si haut dans le classement aujourd'hui, selon moi. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, le sport, surtout le MMA actuellement, c'est un sport en constante évolution où tout le monde cherche à avoir une avance sur ses adversaires. Que ce soit techniquement, que ce soit stratégiquement, peu importe, on cherche tout le temps à avoir une avance, une idée d'avance, une technique d'avance sur l'adversaire. Et en janvier, après le combat de Max Holloway contre Kelvin Kattar, on a appris que Max Holloway n'avait pas fait de sparring pour se préparer à ce combat. Et depuis, Joe Rogan, notamment sur ses podcasts avec des combattants de MMA, revient toujours avec ce point. Qu'est-ce que tu penses des sparring, etc. Et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a plusieurs athlètes professionnels de haut niveau qui ont diminué leur volume, voire éteint leur volume de sparring, parce qu'ils considèrent que les sparring ne leur apportent presque plus rien ou quasi plus rien comparé à ce que tu perds en sparring. Parce que clairement, les sparring légers, etc.,
voilà, au niveau de l'intégrité physique et de la longévité de vie, etc., ça n'a pas beaucoup d'impact, ça en a quand même un, mais les sparring hard, clairement, c'est pas bon pour la santé. Soyons honnêtes, c'est pas bon pour la santé, on prend des coups à la tête, c'est pas bon d'en prendre comme ça pendant une quinzaine d'années, en combat, en préparation de combat, etc., etc. Et donc, il y a certains athlètes qui, à partir du moment où ils atteignent un certain niveau, pensent qu'ils n'ont plus besoin de sparring pour s'améliorer. Ils ont l'expérience, ils ont l'habitude, ils ont les réflexes, ils ont les anticipations nécessaires. Et du coup, ils arrêtent les sparring pour conserver, on va dire, leur santé, leur cerveau, etc., etc. Et même préserver leur corps et arriver de manière fraîche dans le combat pour performer de manière optimale. Et c'est un sujet qui est très intéressant pour moi, vraiment très intéressant. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. On ne peut pas dire, ouais, après 10 ans, tu dois arrêter les sparring ou tu dois faire des sparring à vie. Ni l'une ni l'autre est une bonne réponse. Ça dépend de chacun des athlètes. Mais moi, je souligne ça parce que je sais qu'il y a des coachs, je sais qu'il y a des athlètes et je sais qu'il y a des fans qui aiment aussi se poser ce genre de questions, qui regardent ma chaîne. Et tout simplement, la question de est-ce qu'il faut mettre un gros boost sur son cardio et avoir un cardio au-dessus de celui de son adversaire, c'est une question qui est importante de se poser en tant qu'athlète, en tant que coach et même en tant que fan qui aime regarder en se disant « Ah bah tiens, lui on voit qu'il travaille beaucoup son cardio et c'est pour ça que blablabla ». Pareil pour les sparring. Donc je voulais juste mettre ça. Je ne vais pas donner la réponse parce que pour moi il n'y en a pas. La réponse c'est qu'il n'y en a pas et que ça dépend de tout le monde. Mais pour moi dans chaque camp d'entraînement, dans chaque gestion de carrière d'un athlète, et chaque athlète doit se poser cette question. Est-ce qu'il vaut mieux, sur ce training camp, que j'améliore à mort mon cardio, ma force, mon explosivité, que je fasse que des sparring, que je fasse aucun sparring? C'est des questions à se poser, et il faut réfléchir pour obtenir la réponse par rapport à soi, par rapport à l'adversaire, et par rapport à ce qu'on veut devenir en tant que combattant. Et donc cet événement-ci, pour moi, relève vraiment la question de l'importance du conditionnement. Est-ce important d'être au top du top du top, ou alors on reste sur ma logique d'avant, vaut mieux avoir un très bon cardio, c'est pas grave si on est 5% en dessous ou 5% au-dessus de son adversaire, mais l'important c'est de le gérer. Ça commence à être une question vraiment ouverte. Et pareil pour les sparring. Est-ce que je fais que des sparring light, juste pour garder les déplacements, etc. Est-ce que je fais des sparring hard de temps en temps, quitte à ce que ce soit pas bon pour mon cerveau, mais au moins je suis dans un environnement de combat et ça me permet de gérer mon stress, gérer l'adrénaline, avoir une vraie dynamique de combat, voir des coups venir de plein pot avec la full puissance, avoir un peu cette crainte de prendre la mauvaise frappe, ou est-ce que j'en fais plus du tout parce que je me considère comme étant suffisamment expérimenté et que le bénéfice que je tire dans sparring est trop petit par rapport aux inconvénients d'un point de vue santé que j'en tire à prendre des gros coups dans la tête ou à prendre des gros coups dans les côtes, etc., etc. Donc pour moi, ce sont des questions qui sont super importantes pour des coachs et des managers et des combattants. Et je voulais introduire là-dessus, même si je sais qu'il y a beaucoup de fans qui regardent et ça les intéresse peut-être moins, quoique les vrais fans, on s'intéresse pas seulement au combat, on s'intéresse à la préparation et à tout ce qui sort. Ok. Comme main event, je voulais juste souligner Giga Chikadze, pas facile, Giga Chikadze. Il faut le garder à l'œil, c'est un kickboxer qui a super bien adapté son jeu pour le MMA. La gestion de distance est incroyable. Déjà son combat précédent, il envoyait son middle kick suivi du high kick. J'ai déjà analysé 2 fois, je pense, cette séquence sur ma chaîne. À une distance qui est vraiment assez incroyable. Il part du karaté range et on ne le voit pas transiter vers le kicking range pour que ses middle touchent. Il a une longue allonge de jambes et il en profite bien. Et franchement, c'était du bon taf. Deuxième chose... Ouais, quand on met pause, je ne l'ai pas pris ici, mais quand on met pause, au moment où le kick touche, on se dit vraiment, il a un contrôle de la distance avec ses kicks qui est hors norme. Parce que on prend la photo à ce moment-là, on voit qu'il touche, mais quand on regarde la posture de Swanson, on se dit c'est impossible pour Swanson de toucher de là. Bon, alors évidemment, il y a une petite différence de taille, mais même si Swanson avait la même taille que Chikadze, on se pose vraiment la question comment Chikadze arrive à le toucher, parce que impossible de s'imaginer un contre venir de là. Donc très beau taf, très beau KO, ça a duré 1 minute, c'était propre. En plus, Swanson se déplaçait bien, je trouve qu'il a bien abordé le combat, il essayait de rester très très loin et je pense qu'il attendait son opportunité pour casser complètement la distance. Mais comme je dis, Giga a un contrôle de distance et il impose une certaine prestance que je pense que c'est difficile de rentrer dans son range sans avoir peur de se faire contrer. Ok.
Le main event. Bon, je l'avais dit dans l'œil du Christ qu'on était vraiment dans une structure de combat qui était super chouette, une dynamique qui allait donner un combat extraordinaire à regarder, parce qu'on avait vraiment Dominic Reyes qui est quelqu'un qui est plutôt à l'aise dans le contrôle, et Jiri qui est plutôt à l'aise dans le chaos, et qui devait donc créer le chaos. En général, quand il y a du contrôle contre du chaos, c'est vraiment chercher à imposer sa dynamique de prédilection dans le combat. Là, clairement, Jiri a imposé le chaos. Dominic Reyes a très très bien répondu là-dedans. On voyait qu'il était plus dans le contrôle, mais qu'il était capable de faire peur dans le domaine de prédilection de Jiri. Alors, avant de continuer, parce que j'y pense juste maintenant en voyant l'image, je voulais souligner ça, parce que le MMA est vraiment un sport très difficile. On en parle tout le temps, en tout cas ceux qui baignent dans ce sport, on en parle tout le temps, et c'est vrai que certains fans ne se rendent pas spécialement compte de ça, parce qu'on ne se pose pas la question. C'est la difficulté de ce sport. Reyes, là, il est sur trois difficiles défaites d'affilée. Il était à un cheveu près d'être champion du monde. À un cheveu près d'être champion du monde de l'UFC. Champion de l'UFC, pardon. Il y en a beaucoup qui l'ont vu gagner contre John Jones. Quoi qu'il arrive, c'était un combat très serré. Et clairement, une split, ça veut toujours dire la même chose pour moi. Une split, tu as gagné. Aux yeux de un juge, mais tu as gagné. Et aux yeux de deux juges, tu as perdu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si un des deux juges qui t'a vu perdre est remplacé par un autre juge qui a regardé de la maison et qui t'a vu gagner, tu aurais la ceinture. Les splits sont très difficiles à accepter parce qu'au final, c'est pas moi, je vois pas ça comme une vraie défaite. C'est pas unanime. Si des gens t'ont vu gagner, c'est qu'a priori, il y a un argument pour dire que tu as gagné. Et c'est vraiment difficile à accepter ça. Alors, soit il perd, il accepte sa défaite, John Jones rend la ceinture vacante, l'UFC, très gentil, lui offre la possibilité de combattre pour la ceinture. Je dis gentil, pour moi c'est logique, mais le Cage Warriors ne le fait pas pour Donovan, donc ok, je passe le sujet. Malheureusement, il perd contre Jan Blachowicz, donc très difficile. Deuxième opportunité d'affilée pour la ceinture. Une fois, il aurait pu l'obtenir s'il y avait deux autres juges ou un juge remplacé. Et ensuite, il perd par KO. Difficile, première défaite par KO de sa carrière. Il revient, de nouveau une défaite par KO. Donc, il était, comme je disais, à rien près d'être champion de l'UFC. Et maintenant, il est sur 3 défaites d'affilée, donc 2 par KO. Et il était invaincu avant ça. C'est ses 3 premières défaites. Le MMA est vraiment dur, ça joue à des... Et je vais aller encore plus loin dans cette réflexion. Il n'était pas loin de gagner ce combat. Il a complètement sonné Jiri. Jiri a un menton d'acier. Quelqu'un d'autre aurait été mis KO. Peut-être qu'à 1 cm près, plus bas, plus haut, plus à gauche, plus à droite, il gagnait par KO clean. Et il perd. Donc ça se joue à rien du tout. Et le MMA, c'est pas comme les autres sports. On combat pas 2 fois par semaine. On n'a pas une défaite le samedi, on peut la transformer en victoire le samedi d'après. C'est pas des championnats. Là, il a perdu par KO. Si je suis son coin, 2 KO d'affilée, un gros KO comme ça, je lui dis ok mec, tu fais plus d'entraînement, plus de sparring pendant minimum 3 mois. Tu reprends mollo 3 mois après, et puis on combat dans minimum 10 mois. Donc moi, je veux plus le voir en 2021. Voilà. Mais donc tout ça pour dire, il va devoir mentalement rester sur 3 défaites d'affilée jusqu'à son prochain combat, qui sera certainement pas, ou en tout cas je l'espère, certainement pas dans les 6 prochains mois. C'est difficile. Mentalement, c'est difficile. C'est un sport qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Voilà. Encore une fois, je sais que je souligne beaucoup de choses avant d'arriver vers ce que les gens attendent de ma chaîne, les analyses un peu plus techniques. Ok, donc maintenant qu'on y est, ici je vais juste lire un extrait de mon livre, pour faire une petite pub cachée, pas vraiment cachée. Donc ça, c'est mon 2e livre, L'art de la bagarre, disponible sur Amazon. Le lien est en bio. Ok, donc, je suis à la page 31. En management, il y a un graphique que j'aime bien utiliser pour définir l'objectif d'un athlète lors de son développement. C'est un graphique qui permet d'évaluer la difficulté d'une tâche basée sur 2 critères. Le critère numéro 1, c'est l'aisance pour réaliser une tâche.
Le critère numéro 2, c'est la certitude du résultat que nous obtiendrons en réalisant cette tâche. Ces deux axes nous permettent de définir si une tâche est simple, compliquée, complexe ou chaotique. Donc, il y a des petits graphiques et tout dans le livre, c'est vraiment bien. Je vais essayer d'illustrer ça. Donc, il y a sur la ligne du bas, la réponse, soit elle est connue, soit elle est inconnue. Donc, face à un problème, est-ce que je sais ce que je dois faire ou est-ce que je ne sais pas du tout ce que je dois faire et je dois faire des recherches et réfléchir? Et puis, sur la ligne verticale, il y a le résultat. Est-ce que le résultat est anticipable? Donc, si je fais mon action, je sais quel sera le résultat avec une certitude de 100%. Ou bien, je vais faire mon action et je ne sais pas quel résultat je vais avoir. Okay? Donc, quand je suis face à un problème, je vais ranger, parce qu'ici j'ai des exemples, mais je vais les inventer sur le moment. Ceux qui veulent les exemples du livre, il suffit de lâcher. Mais je crois que je vais prendre les mêmes en fait. Si je suis face à un problème, j'ai soif, et que la solution est simple, je dois boire, et que le résultat de mon action de boire est connu, j'aurai plus soif, c'est une tâche simple. D'ailleurs, j'ai soif. Hop. Quand on a soif, en tant qu'humain adulte, on n'a pas besoin de réfléchir. On a de l'eau à portée de main, on boit, c'est très simple, pas d'effort, le résultat est connu. C'est une tâche simple. En MMA, comment ça se traduit? Si on est face à un athlète qui, quand il commence son combat, il envoie toujours, il a 30 combats dans sa carrière, ces 30 combats ont commencé par un jab. Alors MMA, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours le facteur risque qui va avec, mais ça veut dire que face à cet athlète, quand je vais aborder le combat, le début du combat sera simple. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va envoyer un jab. Et donc c'est à moi à gérer. Après, le facteur risque, c'est moi qui le gère. Soit je suis quelqu'un qui n'aime pas le risque, je vais rentrer dans le combat, je vais attendre son jab, je vais le désengager. Très simple. Soit je vais prendre un risque. Donc la simplicité diminue un peu, mais je sais qu'un jab va arriver. Donc à l'entraînement, j'ai préparé un contre, un cross-counter. Évidemment, en MMA, il y a toujours ce facteur risque. Et si, pour une fois, il commence avec un direct et que moi j'avais anticipé, enfin peu importe. Mais voilà, pour comprendre, si en MMA on a un combattant simple, on va pas aller très loin. Si notre adversaire sait ce qu'on va faire tout le temps à l'avance et a toujours les réponses, et sur ces réponses il est sûr de son résultat, on a un combattant simple. Une tâche se complexifie, se complique, d'abord compliqué, quand soit le résultat est moins certain, soit la réponse qu'on a besoin d'apporter est plus compliquée, demande de la réflexion. Je prends un exemple, c'est le même que dans mon livre. Si pour la première fois de ma vie, je dois changer un luminaire, on est en 2021, c'est pas ultra compliqué, mais ça va me demander un effort. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais changé de luminaire de ma vie, donc de base, je sais pas comment faire. Mais par contre, on est en 2021, donc je sais très bien que je vais aller sur YouTube. Je vais chercher une source sûre, je vais regarder des vidéos, je vais regarder le nombre de likes, le nombre de dislikes, les commentaires. Ok, le gars m'a l'air sûr, il explique comment faire, je fais exactement la même chose que dans la vidéo. Mais étant donné que c'est la première fois que je le fais, le résultat, je suis quasi sûr qu'il sera celui que j'attends, que la lumière va s'allumer quand j'appuie sur l'interrupteur, mais il y a un petit doute. Donc c'est pas une tâche simple, c'est une tâche qu'on va dire compliquée. Compliqué, c'est un grand mot, mais en management, on va dire que c'est compliqué parce que ça demande de la réflexion. Et en plus de ça, le résultat n'est pas sûr à 100%. Le niveau d'après, c'est une situation complexe. Complexe, c'est quand les deux axes s'agrandissent encore. C'est quand on doit soit beaucoup réfléchir et le résultat n'est pas certain. Donc là, on dit qu'on passe dans une phase de test. Ça veut dire qu'on va réfléchir, on va faire une tâche. Et quand on fait la tâche, c'est ce qu'on appelle un test. On n'est pas certain du résultat. Donc là, c'est complexe. Et puis au final, il y a chaotique, yiri, c'est-à-dire on ne sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Il est super compliqué à combattre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ok, je vais engager. Eh ben, il peut contrer, il peut désengager, il peut contrer de manière synchronisée, il peut contrer de manière asynchrone, il peut shoot dans mes jambes, il peut sauter, il fait tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On ne sait pas simplifier le jeu de Yiri parce que il a des super bons angles, il attaque avec tout, ses mains, ses pieds, ses genoux, en lutte de temps en temps, il désengage de temps en temps, il contre de temps en temps, il reste in the pocket.
Donc on se dit, ok, bon, initier c'est risqué parce que je sais pas ce qui va venir. S'il désengage, ben, je vais fatiguer en frappant dans le vent. S'il me contre, je risque de me faire contrer, de me faire surprendre. S'il contre avec une combinaison, je suis dans un échange, c'est son domaine de prédilection. Donc quoi? Ben, j'attends. Mais quand on attend, on sait pas. De temps en temps, il envoie une single attaque. De temps en temps, il envoie une feinte et je vais contrer dans le vent. De temps en temps, il prend un angle, il va savoir m'attaquer, je sais pas l'attaquer. On est vraiment dans un combat contre lui où tout est compliqué, c'est chaotique. C'est la définition de chaos parce que on ne sait pas ce qu'il va faire et sur base de nos actions, on n'est pas certain du résultat. On n'est jamais certain de sa réaction. Donc c'est ça le chaos, c'est vraiment faire en sorte que l'adversaire soit perdu parce qu'il ne sait pas s'assurer de quoi que ce soit. Pendant tout le combat, il est incertain. Il ne sait pas si ce qu'il va faire va obtenir le résultat attendu. Et il ne sait pas si, en attendant, moi je vais faire quelque chose qui peut anticiper. Impossible de l'anticiper. Il est compliqué à combattre. Alors il prend des gros risques. Certes, c'est là où il y a les ouvertures. Il prend des gros risques. Il s'est bien fait toucher contre Volkan. Il s'est bien fait toucher contre Reyes. Mais c'est son style de combat. C'est ça que je disais dans la preview. Il a l'habitude de ça. Et il a plus l'habitude que ses adversaires, ce qui fait qu'il est meilleur dans ce style de combat. Et on l'a encore vu là. Alors certes, il aurait pu perdre, et d'ailleurs on a déjà vu, on a déjà vu des combattants comme ça, même dans cette division. Jiri, c'est le nouveau Johnny Walker, un peu plus efficace, avec un peu plus de variété dans son jeu, et Michel Pereira par exemple, qui commence lui à devenir de plus en plus calculateur, on va dire, et c'est ça qui le rend plus dangereux. Peu importe, je reviens à Jiri. Imaginez Jiri contre Thiago Santos ou contre Johnny Walker, c'est le chaos de dingue. Et bon, là pour moi il doit avoir le title shot parce que clairement il y a Jan Blachowicz contre Teixeira, j'adore ce combat et pour moi il doit prendre le vainqueur parce qu'il n'y a personne d'autre. Il y a personne d'autre. Seul qu'on peut lui donner c'est Thiago Santos qui est encore dans le haut du classement, mais il est sur une défaite, 2 défaites en fait. On va pas mettre quelqu'un qui est sur 2 belles victoires contre quelqu'un qui est sur 2 défaites. Je préfère voir Jiri attendre et se préparer pour le vainqueur du title fight qui arrive entre Blachowicz et Teixeira. Ok, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais je trouve que cette partie est intéressante, celle que je viens de prendre du livre. C'est en tant que combattant, c'est important de faire en sorte de ne pas être lisible, que l'adversaire ne peut pas lire nos patterns, de réagir de manière différente à des mêmes actions. C'est super important d'être un combattant complexe, voire chaotique. Et il faut bien faire la différence. Je ne dis pas que Reyes est simple parce qu'il est dans un système contrôlé. Clairement, Reyes, il s'étend des pièges, il a des très bonnes feintes. On est tout le temps, constamment en train de se demander est-ce qu'il va plutôt envoyer son direct en garde ouverte, plutôt envoyer son direct, plutôt un low kick, plutôt un middle kick, ou même combiner, parce qu'il combine de temps en temps. Donc ça le rend complexe. Mais Jiri est juste chaotique. Prosa chaotique, ce sera le titre, enfin c'est le titre de la vidéo en fait. Je fais la vidéo, je dois penser au titre après, mais vous c'est l'inverse, vous voyez le titre et puis vous regardez la vidéo, donc vous le voyez déjà. Ok, je voulais juste voir la séquence du chaos, parce que ça fait longtemps que je vais faire une vidéo sur expliquer ce qu'est un chaos d'un point de vue cérébral. Alors je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo parce que ça me demande de faire des recherches, avoir les bons termes. Par exemple, je sais que le cerveau... il trempe dans la boîte crânienne dans un liquide, mais je ne connais plus le nom du cellophane, quelque chose, peu importe. Quoi qu'il en soit, de manière simple, on le sait, le chaos c'est un genre de court-circuit. Pour simplifier à mort, c'est un genre de court-circuit. Le court-circuit survient lorsque le cerveau dans la boîte crânienne va claquer sur un côté, éventuellement de l'autre côté. Donc pour que le cerveau... Donc il faut vraiment imaginer que, on peut représenter ça, vous avez une grosse balle, vous mettez du liquide un peu gluant dedans, une balle plus petite dedans, la balle plus petite dedans va un peu bouger dans la matière gluante. Si vous bougez un peu, la balle à l'intérieur va bouger dans le gluant sans toucher les parois. Mais si vous lancez très fort sur un mur, ça va partir dans une direction très rapidement, ça va s'arrêter sec, donc il n'y aura pas de décélération, ça sera en vitesse de pointe, même en accélération, s'arrêter sec, sans amortissement. On ne jette pas dans un coussin, on jette vraiment sur un mur. Et au moment où ça s'arrête sec, la balle qui est dans l'autre balle va, malgré la matière gluante, va claquer d'un côté, éventuellement de l'autre, selon la puissance de frappe. C'est au moment où ça claque que le cerveau s'endommage et ça crée des courts-circuits pour récupérer. Okay. Là, j'ai fait vraiment de manière très vulgaire, mais c'est juste pour comprendre la logique qu'un chaos survient quand la tête va bouger brusquement d'un côté, et puisqu'on a des cervicales, à un moment ça va s'arrêter.
À part si on est l'exorciste, enfin la fille de l'exorciste, parce que là on va faire 360 et le cerveau va pas claquer sur l'intérieur de la paroi de la boîte crânienne. Mais étant donné qu'on a des cervicales, quand on reçoit un coup et que la tête part rapidement d'un côté, ça va s'arrêter soudainement. Donc le cerveau va continuer son mouvement, la tête va s'arrêter, ça va claquer, et puis ça risque éventuellement de faire un contre-coup et claquer de l'autre côté. Donc là, on a un chaos. Donc un chaos va survenir, en gros, quand la tête bouge soudainement d'un côté. Ça, je ferai dans la vidéo, mais du coup, effectivement, les muscles de la nuque, ça permet de mieux amortir les grosses frappes, et surtout, et c'est ça dont je veux parler maintenant, voir le coup venir. Il y a eu des études comme quoi, voilà, quand la plupart des KO dans d'autres sports, en foot américain, etc., c'est surtout quand le quarterback ou celui qui se fait tacler, il voit pas le mec qui le tacle. Quand on voit le gars qui nous tacle venir, on contracte les muscles, on sait un peu amortir la chute, etc. Si on voit pas le coup venir, c'est là où c'est le pire parce qu'on a un peu relâché. On a un peu relâché et au moment de l'impact, le cerveau n'a pas le temps de réaliser qu'il y a un impact, donc on est tout relâché et c'est là où putain, je me suis fait mal, j'ai craqué de la nuque. C'est là où la tête bouge soudainement. Donc ici, dans cette séquence, et encore une fois, ça j'avais dit dans l'avant-combat, l'un comme l'autre, et on l'a vraiment vu pendant les deux beaux rounds qu'on a eus, ils savent tous les deux frapper, peu importe dans quelle position ils sont. Alors ici, voilà. Donc on a le coude qui rate. C'est très beau, hein, le jeu de jambes. Hop, il va passer de l'autre côté. Merde. Quand c'est trop bas, j'arrive pas à vous faire les flèches, mais peu importe, vous comprenez. Hein. Donc le pied droit passe de l'autre côté. Et alors, c'est où qu'on voit le regard? J'avance. Hein. Donc on passe de l'autre côté. Regardez le regard de Reyes. Il regarde vraiment, hop, je ne sais pas faire de flèche en zoomant, et il regarde vraiment vers la nuque de son adversaire, de Jiri. Et du coup, le coude, ici, il le voit absolument pas venir. Donc il est en mode relax, parce que lui, son cerveau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son adversaire de dos, il se dit, ok, il n'y a aucune frappe qui arrive, donc il est un peu relâché. Ses muscles sont relâchés, et donc là, il y a quelque chose... Quelle violence! Il y a quelque chose qui vient le frapper de plein fouet sans qu'il s'y attende et on voit sa tête fait un angle assez particulier. Il y a vraiment une sacrée vitesse où sa tête part et donc on imagine bien que son cerveau va frapper la boîte crânienne à l'intérieur et ça c'est un clean knockout. Ici on va encore mieux le voir je pense d'en haut. On voit vraiment, donc ici il regarde tout droit et vu le mouvement de Jiri, il va suivre. On va voir sa tête qui part, vous voyez? Sa tête qui va suivre son adversaire. Et le coude qui vient vraiment par derrière. Hein. Ça vient d'un angle mort. Ça touche vraiment à la pointe. Et ça aussi, je vais expliquer. Je vais expliquer rapidement. Le plus simple, c'est si vous avez quelqu'un chez vous pour faire le test, demandez à la personne de tendre le bras. Vous mettez une main ici. C'est l'effet de la clé de bras. Vous mettez une main ici, en dessous du coude, et l'autre main au début de l'avant-bras. Et vous lui demandez de faire cet effort-ci, de simplement contracter le biceps. Quand vous avez une main là, la personne va y arriver. Quand vous mettez votre main au milieu de l'avant-bras, elle va y arriver, elle va avoir un peu plus de mal. Si vous mettez votre deuxième main au poignet, elle ne va pas y arriver. Elle ne va pas y arriver. Vous n'avez même pas besoin de mettre de l'effort. C'est l'effet de la clé de bras. Pourquoi la clé de bras, on va prendre près du poignet et pas au début de l'avant-bras? Pour cette raison-là. Parce que le muscle résistant est plus loin. Si mon muscle résistant de la clé de bras, c'est mon biceps, c'est le mouvement du biceps, si ma main est là, je suis proche du biceps, donc c'est facile. L'effort du biceps, c'est très facile pour contracter. Plus loin je suis du biceps, plus ça va être difficile. Pareil pour les KO. Plus l'impact est loin des muscles résistants, plus la tête va bouger. Okay, donc c'est pour ça, là, on dit souvent la pointe du menton, la tempe, le haut de la tête, c'est ce qu'il y a de plus loin de la nuque. Et c'est là où le mouvement de tête sera le plus brusque, le plus soudain, le plus rapide. Mais rapide et brusque, c'est un synonyme. Okay, donc ici, on voit que ça touche vraiment sur une extrémité de la tête et on voit à quelle vitesse la tête part dans une direction soudaine sans qu'il s'y attende et ça s'arrête. D'ailleurs, ça s'arrête un peu avec la barre ici. Donc là, on imagine bien que son cerveau a touché les deux parois à l'intérieur et c'est un clean KO. Ok, je ne vais pas faire plus parce que j'ai peur que l'UFC me tombe dessus. Hop. Donc tout ça pour dire, magnifique performance de Jiri. Clairement, il prend son statut à la fois de contender, mais de combattant ultra chaotique. Il y en a qui le comparent un peu à Tony Ferguson. Clairement, il rentre un peu dans cette définition de combattant difficile à aborder. Mais lui, il y a encore plus d'angles, il y a encore plus de
Je trouve qu'il y a plus de variété dans ses déplacements et c'est surtout dans un style chaotique comme le sien, les déplacements c'est vraiment vraiment la clé. Et lui il a des très bons déplacements comme je disais, il peut être gaucher, droitier, les jambes alignées, il va tout le temps savoir attaquer. Reyes aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu un si beau combat, c'est que même Reyes sous pression, dans un milieu chaotique et non contrôlé, ce qu'il n'aime pas de base, il a su s'exprimer parce qu'il a un très bon footwork, même s'il reste tout le temps gaucher. Il a mis un moment une combinaison, c'était assez fou. On a eu, comme je disais, on a eu droit à un main event qui était incroyable. Ça fait partie des Fight of the Year, probablement. Comme je dis, stratégiquement, lecture de pattern, il n'y a pas eu grand-chose. Mais soyons honnêtes, ce genre de combat, on les kiffe à mort. Merci à tous. Bon dimanche, et comme j'aurais dit si j'avais commenté, merci, bonsoir, bonne nuit. À très bientôt, c'était Chris Gunnacht.